Bonjour à tous. Donc Agnès Bazin, je suis correspondante d'hémovigilance ici au CHU de Caen. J'espère que vous voudrez bien m'excuser parce que j'aurais aimé être là au début de votre journée et rester, mais malheureusement je ne pourrais pas. En tout cas, bienvenue au CHU dans ce nouveau bâtiment auprès de l'UFS Normandie site de Caen. Alors effectivement, l'intervention qui suit, qui vient maintenant, vous sera peut-être complètement étrangère. C'est vraiment l'aspect transfusion côté receveur et correspondant d'hémovigilance des établissements de santé. Donc on va rebondir sur plusieurs points avec ce que vient de dire Isabelle. Voilà, j'espère vous faire toucher du doigt l'aspect hémovigilance qu'on vit dans les établissements de santé, notamment sur les effets indésirables receveurs. Alors, tout d'abord, en abordant la définition des effets indésirables receveurs, Isabelle en a parlé, comment ils sont signalés et déclarés, et puis surtout leur analyse, puisque c'est le rôle des correspondants d'hémovigilance, notamment des établissements de santé, d'analyser tous les effets indésirables présentés par les patients. Donc, pour essayer de le faire au mieux, il y a des fiches techniques qui sont des documents qui sont distribués, mis en ligne par l'AFSAPS pour nous aider, nous, hémovigilants, à mieux analyser les effets indésirables. Donc je vous propose d'aborder les effets indésirables, les principaux que vous a cités Isabelle, au moyen des fiches techniques, puisqu'on y retrouve les principaux points. Donc on abordera, mais rapidement, parce qu'on ne va pas faire trop catalogue, j'espère, enfin ça fera un petit peu, quand même plusieurs effets indésirables abordés, sur le TRALI, mais rapidement, parce que vous en reparlerez demain, l'IBTT, infection bactérienne transmise par transfusion, RFNH, je ne sais pas si c'est un terme qui vous est familier, réaction fébrile non hémolytique, les allergies, on en a un petit peu parlé, les œdèmes pulmonaires de surcharge, les réactions hypotensives transfusionnelles, c'est un nouvel, entre guillemets, effet indésirable, RHT, enfin nouvellement isolé parmi les autres effets indésirables, l'alloimmunisation, que là vous connaissez mieux, c'est plus probablement dans votre domaine, et ainsi que l'incompatibilité immunologique érythrocytaire. Et puis je parlerai juste un petit mot de l'hémosidérose, qui est une complication grave, sans doute la plus fréquente et l'une des plus graves en transfusion, même si elle a une place un petit peu à part dans l'hémovigilance. Et puis je terminerai par quelques données AFSAPS, mais qui font juste le lien avec ce que vient de dire Isabelle. Alors, tout d'abord sur la définition, comme vous le savez, la chaîne transfusionnelle, elle commence côté donneur, à l'EFS, pour aller jusqu'au receveur dans l'ES, établissement de santé. Alors, du donneur au receveur, bien sûr, le donneur donne son sang, le sang subit les épreuves, entre guillemets, de qualification du don, puis les produits sanguins sont préparés jusqu'à être prêts à être distribués par vous, je pense, à être distribués ou délivrés. Donc toute cette première partie se passe dans le site ou à l'EFS. Côté ES, établissement de santé, donc ça veut dire clinique ou hôpital. Grossièrement, les établissements de santé, c'est soit une clinique, soit un hôpital. Donc la chaîne transfusionnelle, elle commence au moment où vous nous délivrez ou distribuez les produits sanguins, jusqu'à la transfusion chez le receveur et jusqu'au suivi du patient transfusé. Donc éventuellement, les effets indésirables qui sont présentés au décours de la transfusion, et même des fois, comme par exemple dans les hépatites C, des effets qu'on peut détecter seulement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc ce qu'on appelle effet indésirable receveur, ça ne concerne vraiment que la partie receveur, et la définition qu'on retrouve sur les documents et les textes officiels, notamment de 2006 relatifs à l'EFS, c'est la réaction nocive survenue chez les donneurs et liée ou susceptible d'être liée au prélèvement de sang, et pour les receveurs, ou survenue chez les receveurs et liée ou susceptible d'être liée à l'administration d'un produit sanguin à la bile. Et puis il y a le grade au-dessus, les effets indésirables graves, qui sont définis comme entraînant la mort ou mettant la vie en danger, entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou tout autre état morbide. Donc, voilà, l'effet indésirable receveur, on est juste sur la partie finale de la chaîne transfusionnelle. On peut passer. Voilà, à la différence des incidents de la chaîne transfusionnelle, comme vient de vous le dire Isabelle, qui peuvent arriver à n'importe quelle étape de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Donc les incidents de la chaîne, c'est un autre aspect, malheureusement souvent douloureux pour tout le monde, pour les patients parce qu'ils en sont les premières victimes, et puis pour les professionnels aussi, quels qu'ils soient, parce qu'en général, il faut faire une autocritique des défaillances qui ont lieu à l'une ou plusieurs des étapes de cette chaîne transfusionnelle. Non, on est passé un petit peu vite. Voilà. Alors, comme vient de vous le dire Isabelle aussi, au tout début, dans le domaine de l'hémovigilance en France, s'est rajouté depuis quelques années les effets indésirables graves donneurs
et les informations post-don, qui nécessitent aussi des déclarations. Donc bien sûr, là, ce n'est pas mon sujet. Et vous voyez que sur le domaine de l'hémovigilance, ben voilà, il s'est enrichi avec le côté donneur, les incidents de la chaîne et les effets indésirables qu'on appelait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être un terme qui vous est plus familier, les incidents transfusionnels. Hein, jusqu'en 2004, on parlait d'incidents transfusionnels chez le receveur. Depuis 2004, on les appelle les effets indésirables de receveur pour coller aux autres définitions dans les autres types de vigilance ou côté Europe. Voilà, donc on va parler bien sûr seulement des effets indésirables de receveur. Alors, ces effets indésirables doivent être signalés et déclarés. C'est-à-dire que ce type d'effet indésirable, en fait, il est obligatoire. On trouve ça sur plusieurs textes réglementaires. Le signalement des effets indésirables, pas seulement en transfusion, est obligatoire dans plusieurs des domaines de la santé. Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable, je l'ai pas prise par cœur, lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, doit en faire la déclaration à l'autorité administrative compétente. Ça, c'est le cadre de travail des vigilances en général dans les établissements de santé. Et donc, l'hémovigilance suit bien sûr cette obligation de signalement. Donc, vous voyez d'emblée qu'un effet indésirable ne nous est signalé, on vient de le dire, que si les professionnels ES, médecins ou infirmiers principalement, sont vigilants, et c'est de leur observation, de leur surveillance du patient que va naître ce type de signalement. Donc le professionnel va signaler et cet effet indésirable qui sera ensuite déclaré à l'AFSAPS. Donc là il y a un petit schéma. Voilà. Donc si on récapitule, donc souvent un infirmier ou un médecin observe un effet indésirable et va le signaler à son autorité compétente, c'est-à-dire dans la plupart des cas, le correspondant hémovigilant de son établissement de santé. Parfois, quand il n'y en a pas, ça arrive que ce soit le correspondant d'hémovigilance de l'EFS. Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé va analyser l'effet indésirable et le déclarer à l'AFSAPS. La sémantique est importante parce qu'on parle de signalement entre le professionnel et la vigilance et on parle de déclaration entre la vigilance et l'AFSAPS. C'est pas très grave, mais c'est juste pour s'y retrouver sur les définitions. Et puis selon les établissements, il y a des petites différences de travail, hein, tout simplement. Vous savez que maintenant la démarche qualité est répandue dans tous les secteurs, le vôtre comme celui des hôpitaux. Donc dans tout hôpital ou toute clinique, il y a des structures qualité, des structures de gestion des risques. Et parfois l'hémovigilance travaille vraiment de pair avec ses collègues des autres vigilants. Voilà, toujours est-il que, quel que soit notre mode de travail, on doit analyser les effets indésirables. Donc cette chaîne-là qui remonte vers l'AFSAPS, c'est ce qu'on appelle parfois aussi l'alerte ascendante. Voilà, à ne pas confondre avec l'alerte au sens propre, l'alerte descendante, là c'est le contraire. C'est l'AFSAPS qui émet une alerte. Alors, on en a assez peu en hémovigilance, parce que très souvent les alertes elles viennent très ponctuellement de vous. Par contre, il y a des recommandations de temps en temps qui émanent de l'AFSAPS concernant la transfusion. Ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, l'information du retrait progressif du plasma de méthylène, comme vous le savez. Mais sinon, ce type de dispositif, il est vraiment très actif sur beaucoup de vigilance, notamment en matériovigilance et en réactovigilance. Réactovigilance, c'est le laboratoire, c'est votre domaine, un peu tous. Voilà, donc l'alerte descendante, on est un peu moins concerné en hémovigilance, mais c'est, voilà, ça c'est le système vigilant en France tel qu'il existe. Alors, le signalement à la déclaration, c'est très réglementé en matière de transfusion et tout figure dans le dernier texte qui concerne les effets indésirables, c'est-à-dire la décision du 5 janvier 2007 qui fixe la forme, le contenu et les modalités de transmission de la fiche de déclaration d'effets indésirables survenus chez un receveur de produits sanguins à la ville. C'est ce qu'on appelle une FEIR, F-E-I-R, fiche d'effets indésirables receveur. Donc voilà, c'est du copier-coller du texte réglementaire, avec, c'est pas tous les textes réglementaires, ce sont des extraits. Donc on va prendre seulement ce qui est marqué en rouge. La rédaction de cette fiche est obligatoire, quelle que soit la gravité de l'effet indésirable. Et on rebondit sur ce que vous venez de remarquer. Effectivement, certains médecins ou infirmiers se disent c'est pas grave, on va pas déclarer. Voilà, il faut tout déclarer, grave ou pas grave, en France. Ce n'est pas le cas des systèmes hémovigilants européens, ailleurs qu'en France. Et anglo-saxons y compris. Voilà, et elle a pour but, et finalement tout est dans cette première phrase, cette fiche d'effet indésirable elle a pour objet le constat de l'effet indésirable et une analyse relative à son imputabilité dans le but d'en connaître la cause et d'en prévenir la répétition. Donc tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment dans cet objectif-là. Cet effet indésirable, à quoi est-il dû?
Est-ce que c'est la transfusion qui en est vraiment responsable, ou est-ce que finalement c'est le hasard, que ce soit sur le menu pendant ou après la transfusion? Et puis on va en faire l'analyse dans le but, pour le patient lui-même, dans le but, s'il y a une mesure à prendre, de corriger la stratégie transfusionnelle pour les transfusions à venir. Donc ça c'est le plus urgent, c'est souvent très vous qui êtes confronté à cette partie-là. Et puis aussi dans un rôle épidémiologique, on y viendra après, puisque finalement il y a beaucoup d'informations sur ces fers qui remontent à l'AFSAP, et qui constituent quand même une base épidémiologique intéressante pour connaître un petit peu plus ce type d'effet indésirable. Voilà, alors l'affaire elle est très réglementée, puisqu'on voit que ça concerne les effets immédiats, genre fièvre, frisson, allergie qui survient en général pendant ou juste après une transfusion, et puis les effets retardés qui sont nettement plus, qu'on ne détecte que postérieurement, notamment les immunisations ou les infections virales qu'il y a eu dans le passé, par exemple, qui sont fort heureusement rares. Voilà. Alors l'imputabilité, c'est un travail finalement assez difficile des correspondants d'hémovigilances, parce que des fois c'est évident, c'est la transfusion qui a provoqué la réaction. Des fois c'est évident aussi que ce n'est pas la transfusion. Puis voilà, parfois on se pose vraiment beaucoup de questions entre l'état du patient tel qu'il était avant et le rôle éventuel de la transfusion. Alors, les modalités de signalement, juste pour vous faire toucher un petit peu côté établissement de santé ce que ça donne. Donc, le professionnel de santé, donc encore une fois médecin ou infirmier, va signaler au correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé dans lequel a été administré le produit, le plus rapidement possible, sans délai au plus tard dans les 8 heures. Alors, il signale par tous les moyens disponibles, c'est-à-dire que dans chaque hôpital ou clinique, il y a toujours une procédure de signalement. Chaque médecin ou infirmier doit avoir une procédure dans son établissement qui va lui dire comment signaler cet effet indésirable. Et ces procédures doivent être validées en comité de sécurité transfusionnelle voilà, dans tous les établissements de santé. Voilà, ça c'est juste un exemple sur lequel vous voyez rien de toute façon, mais à une certaine époque c'était des fiches papier, c'est-à-dire qu'en plus de la traçabilité classique de la transfusion, en cas d'effet indésirable, le médecin ou l'infirmier remplit une petite fiche qui décrit l'effet indésirable survenu chez le patient. Donc plus c'est précis, mieux c'est. En même temps, c'est contraignant. Donc attention, là, il y a un vrai aspect de la prise en charge de ce type d'effet indésirable, parce que si on demande trop d'informations au médecin ou à l'infirmier, des fois c'est dissuasif et finalement il ne signale plus. Voilà, donc il faut essayer de faire le juste milieu pour que ce soit quand même assez facilement faisable. Et puis maintenant, il y a des outils informatiques, donc je vous montre juste un qui est là. Donc en général, dans beaucoup d'hôpitaux ou de cliniques, il y a des logiciels de gestion qualité qui permettent de signaler tous les événements indésirables, pas seulement ceux de la transfusion, mais aussi ceux de matériovigilance, d'infectiovigilance, de pharmacovigilance et d'hémovigilance. Donc à Caen, parce que forcément j'ai pris un exemple Canet, c'est Vigilink, on peut passer. Alors je crois qu'il y a d'autres noms, mais ça ne sert à rien. Allez-y. C'est juste pour vous montrer. Voilà, donc on appuie sur ce type de portail. Il faut quand même s'identifier à droite. Allez-y. Voilà, donc on va choisir l'hémovigilance. Il faut s'identifier, donc il faut souvent avoir un code et un mot de passe qui est plus ou moins générique. Voilà, on va cliquer sur la vigilance que l'on souhaite alerter. Allez-y. Voilà, alors il y a 3 onglets sur notre logiciel à nous. Là, c'est le signalant. Donc là, je suis passée par un... Voilà, c'est signal, mais normalement c'est le signalant qui dit son nom, et puis en dessous ce sera le patient, et puis le message aboutira chez les hémovigilants de l'hôpital en question. Donc après on décrit l'incident, encore une diapo après, on enregistre, et le signalement parvient au correspondant d'hémovigilance. Alors au CHU, on est très libre là-dessus, c'est-à-dire que pour nous le but, et le mien en hémovigilance, c'est que les médecins et les infirmiers signalent l'événement. Même s'ils me disent simplement que M. Intel a présenté une réaction tel jour dans tel service. Voilà, ça me suffit pour pouvoir aller voir le dossier et voir ce qui s'est passé. Donc on a ce type de document qui concerne, vous voyez, toutes les vigilances de l'établissement. Et puis, dans la dernière colonne, on indique aux professionnels de santé comment joindre telle ou telle vigilance. Donc pour nous, notre procédure de signalement, elle est très large. Soit on nous téléphone, donc voilà, on a simplement un téléphone, si on est là on répond, si on n'est pas là c'est un répondeur, de façon à ce que le message puisse être enregistré. Sur le répondeur, il est bien spécifié que l'EFS doit être aussitôt averti, puisque c'est vous qui serez aux premières, les plus réactifs, notamment la nuit et le week-end. Parce que je ne dors pas dans le bureau. Voilà, on peut aussi le faire par fax, alors on aime presque autant par fax, parce que sur le fax, en général, ce sont les infirmiers qui nous transmettent
la fiche de traçabilité. Donc on a le nom du patient, le numéro du produit, et puis la description de ce qui s'est passé. Donc voilà, on aime bien parce qu'on a toutes les informations. On peut aussi nous le faire par mail, là c'était plus les médecins qui vont nous alerter par courriel, ou bien sur Vigili, l'application que je vous ai montrée. Voilà, donc dans chacun de vos hôpitaux respectifs, enfin les hôpitaux et les établissements avec lesquels vous travaillez, il y a ce type de procédure de signalement, de façon à ce que les professionnels utilisent un moyen dédié pour commenter cette information. Voilà, alors là on a vu le signalement. Une fois que le correspondant d'hémovigilance est averti qu'il y a eu un effet indésirable, charge à lui de le déclarer à l'AFSAPS. Alors, on déclare sur une application de l'AFSAPS qui s'appelle IFIT. Encore une fois, le IT de FIT, c'était fiche d'incident transfusionnel. Le terme est resté. Donc, sur l'application IFIT, maintenant, on peut saisir et déclarer, comme vous l'a dit Isabelle, les informations post-don, les informations graves, les effets indésirables graves d'honneur, les incidents de la chaîne transfusionnelle et bien sûr les effets indésirables de receveur. Donc sur IFIT, on va créer, ce qui est en rouge, une fiche. Donc on va saisir des informations qui vont générer une fiche d'effet indésirable receveur. Et chacun des correspondants d'hémovigilance va la compléter. C'est-à-dire que moi, je suis correspondant d'hémovigilance ES, d'un hôpital. Je vais rentrer toutes les informations dont je dispose. Charge au correspondant d'hémovigilance de l'EFS de rentrer les informations complémentaires, donc notamment l'immunohémato, parce que c'est souvent la partie EFS, ou la partie produit, si la précision est voilà, ne serait-ce que l'âge du produit, enfin les choses qui sont vraiment purement produit, informations qu'on n'a pas toujours facilement. Voilà, puis il y a des modalités de déclaration sur les délais, alors plus ou moins respectés. Clairement, je ne suis pas le bon exemple en matière de respect des délais, je le reconnais tout à fait. Voilà, on doit déclarer le plus rapidement, donc dans les 48 heures, ouvrables qui suivent la survenue des faits indésirables et validés dans un délai de 7 jours, de 15 jours, et puis 48 heures, c'est quand ce sont les événements plus graves. Donc on doit signaler rapidement et valider dans les 15 jours ouvrables. Alors, valider, ça veut dire être au bout de l'analyse avec tous les examens complémentaires. Et puis certains effets indésirables sont considérés comme signalés, c'est-à-dire simplement qu'ils sont plus graves ou un petit peu particuliers, qui méritent en tout cas qu'on leur porte une attention toute spéciale. Et ça sert surtout à l'AFSAPS pour voir quels sont les incidents graves parmi la masse des informations, des déclarations qu'ils reçoivent chaque jour, de façon à ce qu'ils ne lisent pas toutes les fiches bénignes, entre guillemets, et qu'ils ciblent leur attention sur ces fiches signalées. Donc les fiches signalées, ça veut dire que l'effet indésirable est grave, et nous, on doit les analyser et les valider plus rapidement. Voilà, donc ça c'est juste notre portail IFIT, donc qu'on soit correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé ou Isabelle quand elle se connecte sur IFIT. Donc on doit rentrer une petite carte CPS, parce qu'on travaille tous avec des cartes professionnelles de santé, pour pouvoir se connecter. Et après on va rentrer toutes les données sur plusieurs onglets. Et au final, quand on éditera voilà, ça donne ça, une fiche d'effet indésirable. Alors vous ne voyez rien, c'est personne, c'est vraiment écrit très petit. Voilà, la fiche d'effet indésirable, c'est beaucoup de cases. C'est même assez peu lisible aussi pour les médecins qui vont la recevoir. Donc souvent on met un petit compte rendu en plus pour résumer ce qui s'est passé et les conclusions qu'on a de cet effet indésirable. Ça fait 2 pages qui décrivent l'effet indésirable et la conclusion de cet effet indésirable. Ouais, on peut avancer. Voilà, une fois qu'on a déclaré et validé cette fiche, on l'imprime et elle doit être conservée dans le dossier transfusionnel du patient. Donc on l'adresse au médecin qui a transfusé, au médecin prescripteur ou au chef de service pour archivage dans le dossier du patient. Et puis un dernier point sur les rapports complémentaires. Dans certains effets indésirables particuliers, a fortiori tous les incidents graves, on a des documents complémentaires en plus de cette fiche à remplir, d'où peut-être le travail effectivement qui est... Voilà, moi je suis correspondant d'hémovigilance à temps plein dans un hôpital, mais la plupart de mes collègues, c'est en plus de leur travail habituel. Donc effectivement, tout cet aspect un peu administratif de la gestion de la transfusion des effets indésirables est voilà, donc pour récapituler, sur le signalement à la déclaration, le professionnel doit signaler tous les effets indésirables qu'il a observés. Donc c'est là qu'on a une différence. Certains services signalent très bien, d'autres signalent très peu en disant c'est pas grave, c'est le patient ou ça n'a pas d'intérêt, je signale. Normalement en France, tous les effets indésirables, graves ou pas graves, doivent être signalés. Quelle qu'en soit la nature, dans un délai le plus rapidement possible et sans préjuger de l'imputabilité de la transfusion sur l'effet indésirable.
Donc il signale au correspondant d'hémovigilance de son établissement de santé, parfois, comme on l'a dit à l'EFS, le plus rapidement possible selon sa procédure de signalement. Et puis donc le correspondant d'hémovigilance analyse et déclare, et on aboutit à l'affaire avec ses caractéristiques de validation. Voilà, donc ça c'était un petit peu la partie, vous montrer comment émergent les fiches d'effets indésirables sur le système national français. Et puis la deuxième partie de mon exposé, c'est surtout de vous faire toucher du doigt l'analyse de chacun des principaux effets indésirables receveurs au moyen des fiches techniques. Alors ce sont des fiches, des documents qui sont principalement destinés aux correspondants de vigilance, en fait tous mes collègues ES et EFS en France, avec un objectif qui est tout d'abord de rappeler la physiopathologie et les investigations préconisées des principales complications transfusionnelles. Donc voilà, ça donne un aperçu, pourquoi on a telle réaction et quels examens il faut faire pour analyser ce type de réaction. Et clairement, au final, c'est d'apporter de la méthode un peu plus rigoureuse et que ce soit le moins subjectif possible. C'est-à-dire que n'importe quel effet indésirable qui va nous parvenir, quel que soit le correspondant d'hémovigilance, on devrait aboutir à la même faire. Et pas avoir trop de variations de subjectivité individuelle. Donc voilà, ça nous donne de la méthode et de la rigueur pour mieux analyser les effets indésirables et notamment mieux choisir le diagnostic, tel que ça vous paraît évident, mais pas toujours. Et puis avoir des échelles de gravité et d'imputabilité qui soient bien codifiées, encore une fois, qui ne soient pas le hasard. Donc ça permet d'homogénéiser les données et quelque part d'avoir un aspect épidémiologique intéressant, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on ne sait pas beaucoup de choses à propos des effets indésirables, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Très souvent, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas la cause, malgré tout ce qu'on fait. Et puis il y a certaines incidences, on ne sait pas trop si elles sont exactes ou pas. Donc, meilleure sera la base de données AFSAS, meilleure sera la connaissance des effets indésirables, d'autant plus qu'en France, on a la chance d'avoir une base de données assez complète, parce qu'elle remonte à 1994, 2000 si on retient l'informatisation la plus récente. Et puis surtout, tous les effets indésirables sont signalés. Donc on a quand même une mine d'informations, contrairement aux autres pays qui ne traitent que les effets graves. Alors, on va le passer. Peut-être bien en arrière. Pardon. Voilà, pardon. Excusez-moi. Voilà, alors, quand on choisit... Oui, pardon, c'est moi. Quand on choisit un diagnostic, c'est pas le hasard, hein, on ne choisit pas un diagnostic comme ça, celui qu'on... Voilà, il faut le choisir dans une liste où on a, alors par exemple, on va retrouver l'allergie, l'alloimmunisation, le TRALI qu'on appelle maintenant œdème pulmonaire lésionnel, œdème de surcharge. Voilà, on choisit dans une liste. Je peux passer. Voilà. Alors, même chose pour la gravité, de façon à... On a plusieurs grades de gravité, donc un effet indésirable, on va le grader en grade 4 si on a le décès du patient. Donc là, c'est la catastrophe absolue personnelle. Le grade 3, menace vitale immédiate. Donc là, c'est le patient qui, au décours de sa transfusion, a présenté une réaction qui a nécessité des mesures de réanimation et la mutation en réanimation le plus souvent. Le grade 2, c'est sévère, donc c'est entre le grade 1 et le grade 3. Et le grade 1, c'est quand même la plupart des effets indésirables, comme vous l'a montré Isabelle. Le grade 1, voilà, c'est non sévère. Donc on a eu un peu de fièvre, un peu de frisson, mais ça s'est passé assez facilement, ou une réaction allergique qui s'est passée assez facilement. Et puis le grade 0, c'est quand on n'a pas de manifestation clinique ou biologique. Donc quand on grade un effet indésirable, on choisit un de ces 4-5 grades-là. Et pour l'imputabilité, alors c'est un petit peu fouillis, mais c'est les bulles qu'on a sur notre outil IFIT. Donc quand on va grader l'imputabilité, on a à choisir entre non évaluable, exclu improbable, possible, probable, certain. Alors on ne peut mettre certain que quand on est absolument certain, c'est-à-dire quand on a la preuve biologique. Donc par exemple, une immunisation, si on déclare que tel patient a présenté un anticorps anti-JK un mois après une transfusion, on ne pourra être sûr que c'est la transfusion que si on a le produit avec le phénotype, on est sûr que c'est ce produit-là qui a généré l'anticorps. À l'opposé, alors non évaluable, c'est un petit peu à part. Exclu improbable, c'est quand c'est au terme de l'enquête, et bien finalement on pense que c'est notre cause qui a provoqué la réaction chez le patient. Et puis entre les deux, on a possible et probable. Alors possible, en gros, c'est 50-50. C'est soit la transfusion, soit l'état du patient, soit un autre médicament. En gros, hein, c'est un petit peu ça. Et puis probable, et ben, c'est entre le certain et le possible. Voilà, donc il faut qu'on se base là-dessus, mais clairement, pour nous guider, c'est certain, c'est quand on a la preuve biologique.
exclu. Voilà, on a fait l'enquête et c'est exclu. Et possible, c'est quand on a autant de chances que ce soit la transfusion qu'autre chose. Donc soit un autre médicament administré quasiment en même temps, soit l'état du patient lui-même. Un patient qui faisait des pics fébriles le matin, plusieurs heures avant la transfusion, qu'on a aussi fait un pendant la transfusion, par exemple. Alors ces fiches techniques, elles sont composées par des membres de groupes, enfin par des groupes de travail de l'AFSAPS, qui sont des groupes de travail de la Commission nationale d'hémovigilance, Commission nationale d'hémovigilance, ou bien par des groupes experts. Donc elles sont rédigées par la plupart du temps des médecins au niveau de l'AFSAPS, qui sont des médecins qui travaillent dans les hôpitaux, ce ne sont pas des médecins de l'AFSAPS. Et après, elles sont soumises à enquête publique, c'est-à-dire qu'on demande l'avis de plusieurs de nos collègues, et puis après, elles sont validées et diffusées sur le site de l'AFSAPS. Alors, si je réussis à vous donner l'envie d'en lire une ou deux, vous pouvez les retrouver sur le site de l'AFSAPS et sur l'application EFIT. Là, c'est l'application qui ne vous est pas ouverte, mais sinon, on les a très facilement sur le site de l'AFSAPS. Voilà, alors chacune des fiches techniques se rapporte à un effet indésirable, et elles sont toutes basées sur le même plan, en 5 questions. On définit les mécanismes, l'effet indésirable et les mécanismes physiopathologiques. Comment porter le diagnostic de cet effet indésirable-là? Quel autre diagnostic on doit envisager pour faire la part des choses? La conduite à tenir, à la fois chez le receveur, éventuellement côté produit et côté donneur. Les investigations préconisées, comment on doit le déclarer sur l'IFIT pour que justement on utilise la même méthode de déclaration. Voilà, donc là c'est le catalogue qui commence un petit peu, donc il y a plusieurs diapos un petit peu abondantes, donc on va juste cibler quelques points. Alors le TRALI, je pense que là aussi vous êtes familier du TRALI depuis quelques années, mais en même temps c'est pas si vieux que ça. Personnellement, jusqu'en 2005, je connaissais 2004, 2003, je connaissais pas bien le TRALI. Et il y a eu un document qui a remis tout à plat, contrairement aux autres pays européens. Aux États-Unis, ils connaissaient très bien le TRALI, mais nous, on n'avait pas très bien isolé, en tout cas dans le système d'hémovigilance français. Donc il y a eu 2 documents en 2006 édités par l'AFSAPS qui ont permis de mieux comprendre le TRALI, et nous, correspondants d'hémovigilance, de mieux le repérer sur les signalements qu'on avait et donc de mieux le déclarer. Donc dans cette fiche-là, vous avez les rappels des mécanismes du TRALI et puis comment on doit emporter le diagnostic. Et puis, un TRALI, en fait, c'est un œdème pulmonaire lésionnel. C'est avant tout un patient qui présente une défaillance respiratoire. On transfuse un patient et subitement, pendant ou après la transfusion, il présente des signes de détresse respiratoire plus ou moins marqués. Donc très souvent, il y a 2 causes, soit le TRALI, soit un œdème de surcharge. C'est-à-dire que le patient reçoit trop d'hydratation et voilà, il est en surcharge et il est gêné pour respirer. Donc cette fiche-là, c'est vraiment une aide au diagnostic différentiel pour faire la part des choses entre l'un ou l'autre des diagnostics. Voilà, juste sur le TRALI, parce que je pense qu'effectivement Agnès Watteau vous en parlera demain. Le TRALI, n'importe qui ne fait pas un TRALI. Il faut que le patient, qui est souvent déjà un petit peu malade, entre guillemets, plus la transfusion qui déclenche. Et au départ, on a un patient prédisposé en quelque sorte, et c'est principalement des patients qui ont des pathologies ou des chirurgies cardiovasculaires assez lourdes, notamment avec une CEC qu'on peut avoir en chirurgie cardiaque. Ou bien des chimiothérapies intensives, ou bien un syndrome, des patients qui ont une lourde chirurgie, un syndrome infectieux aigu, des transfusions massives, des patients qui ont déjà lourd, qui vont pas bien. Et ces patients-là, ils ont ce qu'on appelle une activation de leurs granulocytes sur les globules blancs dans les capillaires pulmonaires. Et puis, quand ils ont la malchance de tomber sur un produit qui va déclencher le TRALI, c'est parce que dans ce produit, il y a soit des anticorps anti-HLA dans la plupart des cas du donneur, qui vont rencontrer l'antigène correspondant chez le receveur, et ce mécanisme immunologique déclenche l'exsudation de leurs polynucléaires, de leurs granulocytes qui sont dans leurs poumons, déclenche l'exsudation dans les alvéoles. C'est ce qu'on appelle un œdème pulmonaire lésionnel. Donc c'est des patients qui vont déjà pas bien, et la transfusion déclenche ce mécanisme-là qui fait qu'ils ont du mal à respirer. Et puis, le TRALI n'est pas toujours immunologique, il y a une autre cause à cause des lipides. Donc là, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne fais que retransmettre ce que j'ai lu et copié, en fait. Donc ce sont des lipides qui s'accumulent dans le produit sanguin au fur et à mesure de la conservation du produit. Donc on peut considérer que plus le produit est vieux, plus il y a de risque d'avoir de lipides et éventuellement plus de risque d'avoir un TRALI. Donc voilà, le TRALI, c'est déjà un patient qui ne va pas bien et la transfusion qui apporte soit des anticorps,
les antigènes, on va rester sur l'aspect anticorps, c'est le plus fréquent, ou des lipides qui vont provoquer ce mécanisme au niveau des poumons et provoquer la détresse respiratoire chez le patient. Alors attention, Neutralis, c'est un diagnostic clinique, donc ça survient pendant la transfusion ou 6 heures après, au maximum, pas le lendemain. Et c'est un patient qui est dyspnéique, donc qui a du mal à respirer, qui respire vite, qui vient cyanosé, qui tousse, qui graillonne et qui expectore des sécrétions mousseuses, plus ou moins de la fièvre, c'est peu marqué en général, des crépitants, il désature, sa concentration d'oxygène dans le sang diminue sérieusement parce qu'il ne respire plus bien, et éventuellement d'autres signes. Donc là, on doit faire d'autres examens biologiques ou de radio ou d'échographie pour nous aider à faire la part des choses sur les différents mécanismes qui pourraient être à l'origine de cette réaction-là. Donc le message qu'on essaie de faire passer aux prescripteurs, c'est que dès que vous observez une détresse respiratoire pendant ou après une transfusion, il faut nous le dire de toute façon. Dans certains cas, c'est un trali. Voilà, donc on parlerait du trali demain, mais le trali, c'est vraiment détresse respiratoire assez rapide, pendant ou après la transfusion. Et on peut conclure au trali seulement si on a trouvé des anticorps anti-HLA chez le receveur, ou bien si on n'en a pas trouvé mais qu'on a des signes, voilà, on pense que ce n'est pas une autre cause, on conclura que c'est un trali non immunologique à cause des lipides qu'il y a dans la poche, sauf qu'on n'en a pas la preuve absolue, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la poche au niveau des lipides. Voilà, et puis dans cette fiche, il y a une fiche complémentaire qui nous aide aussi, parce que vous voyez qu'on a des algorithmes comme ça, et qu'en suivant les losanges, ça nous aide à aller à partir de l'œdème pulmonaire, soit sur un œdème de surcharge, soit vers un trali. Donc c'est vrai que ça nous donne beaucoup de méthodes, ça, pour se poser les bonnes questions et faire aboutir au diagnostic. Voilà, donc ça c'était le trali, l'IBTT, donc infection bactérienne transmise par transfusion. Alors, c'est une fiche qui est ancienne, mais elle a été remise à jour en 2010. Là, peut-être, elle pourrait vous intéresser peut-être plus directement, parce qu'il y a une partie EFS, laboratoire de microbiologie, qui vraiment concerne les circuits que vous avez tous dans vos établissements. Donc, on y retrouve toutes les modalités de prélèvement, les circuits, notamment vers les laboratoires de microbiologie qui sont référents, et puis différents critères qui nous aident là aussi à analyser, et puis il y a plein d'aides, parce que quand on est confronté à une IBTT, on a besoin de... Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, les côtés EFS vis-à-vis des donneurs, des autres produits, etc. Et puis côté ES aussi, voilà. Donc on a plusieurs outils qui nous aident à analyser ce type de réaction. On peut passer. Voilà, alors un des tableaux, c'est pas le seul, mais qui peut nous aider. En fonction des signes présentés par les patients, des résultats microbiologiques, bien sûr, entre les hémocultures faites chez le patient et les examens qui sont faits sur la poche. Voilà, on aboutit à une IBTT ou pas, d'imputabilité plus ou moins forte pour la transfusion. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est juste à titre indicatif. Alors personnellement, je suis un petit peu en difficulté, mais ce qu'on demande aux infirmiers, quand ils ont une suspicion d'IBTT, autant on arrive rarement au diagnostic d'IBTT, heureusement, parce que des fois je peux vous délivrer fort heureusement la plupart du temps, ils sont stériles. Par contre, c'est fréquent d'avoir de la fièvre chez un patient qu'on transfuse. Donc dès qu'on a de la fièvre chez un patient qu'on transfuse, si jamais le patient est infecté et qu'il a des microbes dans son sang, si on débranche mal la poche, eh bien on peut avoir les microbes du patient qui remontent dans la tubulure. Et finalement, avoir un examen bactério-poche qui soit positif, alors qu'à l'origine, il était négatif. Donc, dans la procédure, il y a une fiche plus spécialement destinée aux infirmiers. Comment débrancher une transfusion en cas de suspicion d'IBTT? Alors vous voyez qu'il y a des nœuds à faire. Donc surtout, il faut laisser la poche en haut, là, il ne faut surtout pas la baisser, il faut la laisser sur la potence. Il faut libérer par contre l'extrémité qui va vers le patient, et puis il faut faire des nœuds, d'abord là, puis là, de façon à ce que le sang du patient ne remonte pas du tout dans la poche. Mais vous voyez que c'est relativement complexe, parce que ce serait assez souvent côté établissement de santé. Même moi, j'ai dû la lire plusieurs fois pour ne pas me tromper dans l'ordre des différentes manipulations. Et voilà, on demande aux infirmiers de bien débrancher les poches. À l'opposé, on a quand même la plupart du temps des petits échantillons, ce que j'appelle familièrement des boudins sur les produits sanguins, qui permettent quand même de faire un contrôle. Si jamais le produit arrivait positif en bactériaux, on contrôle sur les boudins ou d'autres produits issus du même don. Voilà. Mais il faut quand même bien avoir décroché les poches. Voilà, alors après l'IBTT qui est quand même heureusement fort rare et souvent dramatique, c'est une vraie IBTT, la RFNH, c'est l'effet indésirable le plus fréquemment signalé.
réaction fébrile non hémolytique. Alors une réaction fébrile non hémolytique, c'est un patient qui va présenter de la fièvre au-dessus de 38 ou un delta d'1 degré. Il avait 38 et il a 39. Au plus tard, dans les 4 heures qui suivent la transfusion. Alors quand on est face à cette situation-là, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Donc il faut vérifier que ce n'est pas une réaction d'ordre immunologique ou une infection, ou bien liée au patient. Donc si on a éliminé toutes ces causes-là, on va pouvoir dire que c'est une RFNH. C'est un diagnostic d'élimination qu'on ne peut porter que rétrospectivement après avoir eu tous les résultats complémentaires. C'est un diagnostic clinique, puisqu'il n'y a pas la preuve que c'est une RFNH. Je ne vous ai pas mis le mécanisme, mais on pense que ce sont les cytokines ou chimiokines qui sont présentes dans la poche. Là aussi, plus la poche est vieille, plus il y a de cytokines qui se sont accumulées, et plus le risque de RFNH est important. Mais on n'a pas la preuve, on ne fait pas d'examen biologique pour dire que c'est une RFNH. Et par contre, c'est jamais grave. Si la réaction est grave, ce n'est pas une RFNH. Voilà, c'est une réaction passagère de fièvre et ou de frisson. Voilà, donc on va rédiger l'affaire, puis on a des règles d'imputabilité aussi. L'allergie. Alors l'allergie, c'est compliqué finalement l'allergie. Alors pour les puristes, on ne devrait pas, on parle mal au niveau vigilance, on ne devrait pas parler d'allergie, mais d'hypersensibilité. Il y a plein de mécanismes compliqués autour de l'allergie. Toujours est-il qu'en transfusion, délibérément, on se dit qu'on parle d'allergie au sens large, en quelque sorte, quel que soit le mécanisme. Alors, il y a des éléments qui nous aident à faire le diagnostic, qui sont reportés. Voilà, ça c'est un tableau qui sert aux allergologues qui nous utilisent régulièrement, parce que l'allergie, c'est soit des signes cutanés ou muqueux, urticaire, colite, respiratoire, l'œdème de Quincke, l'asthme, une détresse plus grave, des signes digestifs parfois, jusqu'au choc anaphylactique avec l'hypotension majeure, voire le décès dans les cas catastrophiques, avec le grade 4. Donc les allergologues se servent beaucoup de cette échelle-là, et nous, on a essayé de mettre une correspondance avec l'IFIT, pour avoir le même niveau de comparaison. Voilà, alors dans la fiche technique est décrite la conduite à tenir chez le receveur. Vous y retrouverez, même si ça a peut-être un petit peu moins d'importance, la conduite à tenir lorsque le PV-ABM, lorsqu'une poche de PV-ABM est impliquée, PFCBM, pardon. Et puis il y a une toute nouvelle procédure, elle est sortie au mois de juillet dernier, d'exploration des effets indésirables au receveur quand ils sont graves, c'est-à-dire pas le petit urticaire, mais quand on est sur un grade un peu plus sévère. Voilà, cette fiche-là a permis de répondre à l'actualité du PFCBM, parce que c'est vrai qu'au départ, en 2008, il y a eu 3 fois plus, pour appuyer ce qui a été dit tout à l'heure, il y a eu 3 fois plus de réactions allergiques avec le plasma BM qu'avec les autres plasmas. Et c'est vrai qu'on n'a plus cette proportion-là maintenant, mais au départ, on est resté en 2008 et 2009 avec 3 fois plus d'allergies, et ce qui est très souvent grave sur les plasmas de méthylène. Voilà, la procédure, là vous pouvez la retrouver sur le site de l'ASAPS. Elle est nouvelle, hein, donc ça nous décrit comment faire l'enquête histologique en cas d'effet indésirable grave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histamine et de la tryptase. Pas trop. Alors l'histamine tryptase, quand on a une vraie réaction allergique, on augmente l'histamine et la tryptase ou la tryptase dans notre sang. Donc chez les patients qui ont des réactions assez sévères, il est préconisé de doser aussitôt, ça ne peut pas se faire a posteriori, c'est tout de suite, on s'est fichu, de doser l'histamine et la tryptase parce que quelques heures après, elles sera redevenues à la normale. Et puis, ce qui est encore plus compliqué, Isabelle, c'est de doser, c'est de faire 4 à 6 semaines après la réaction, donc il faut récupérer le patient 4 à 6 semaines après, quand il a présenté un grade 3, c'est-à-dire quand même une réaction sévère, ce qui est préconisé, c'est de faire des tests en consultation d'allergologie, donc à la fois des tests cutanés et des tests in vitro, alors qui sont faciles, là, parce qu'il nous suffit d'avoir du sang du patient, qu'on va mettre en présence, des produits sanguins qu'il a reçus, d'autres médicaments qui ont éventuellement été administrés en même temps, et là c'est pour rechercher ce qui a déclenché la réaction. Donc ces tests-là, 4 à 6 semaines après, parce que si on les fait avant, ça n'a pas de valeur. Voilà, et puis le rappel sur le PFCBM, ça je pense que c'est votre quotidien, donc il est bien stipulé sur cette fiche-là, qu'après une première réaction allergique associée à une transfusion comportant du PFCBM, le groupe de travail allergie recommande de ne pas transfuser à nouveau ce produit avant que les explorations complémentaires aient permis d'éliminer une sensibilisation à l'un des composants du PFCBM. Alors le problème avec le PFCBM, c'est que dans le PFCBM, il y a du BM, un tout petit peu, il en reste très très peu, suffisamment pour déclencher une réaction allergique si le patient est allergique au méthylène. Il y a le plasma du donneur, bien sûr. Et puis, ce qu'on ne savait pas trop, mais on l'a découvert avec justement les tests qui ont été faits depuis 2 ans, c'est qu'il y a des produits de dégradation du biométhylène.
Parce qu'en préparant la poche, le bleu de méthylène a donné des résidus de dégradation, et peut-être que c'est parfois à ça que le patient est allergique. Et finalement, dans une poche de PCBM, on peut faire une réaction allergique à une protéine du donneur, comme avec n'importe quel autre produit où il y a du plasma, au bleu de méthylène, ou à autre chose qui est sans doute lié à la fabrication à partir du bleu de méthylène. Donc finalement, ce n'était pas si simple que ça, le plasma du bleu de méthylène. Voilà, toujours est-il qu'effectivement, il doit être retiré petit à petit, en sachant que le bleu de méthylène avait quand même posé d'autres questions vis-à-vis des patients, puisqu'il est beaucoup moins riche en facteurs de coagulation, et que pour tous les échanges plasmatiques notamment, ça n'est pas le plasma, enfin voilà, on va vers du plasma SD et non pas du plasma bleu de méthylène. On a eu beaucoup de questionnements sur l'IBM ces quelques années. Voilà, on peut passer, parce que je suis déjà trop bavard. Voilà, alors il y a aussi cette petite fiche-là qui a été publiée par l'AFSAPS à la suite de la fiche technique. C'est plus à l'utilisation des prescripteurs, mais après tout, ce serait pas idiot que vous les ayez vous. Hein, ce sont des fiches validées par l'AFSAPS où on trouve les signes cliniques de l'allergie. En fonction des signes cliniques, ce qui est préconisé, les côtés patients, et puis les tests à réaliser. Donc éventuellement, voilà, si on vous demande votre avis une nuit, voilà, vous pouvez indiquer qu'il y a ces tests-là qui sont préconisés, par exemple. Mais bon, vous avez sans doute les procédures déjà. Alors, le don pulmonaire de surcharge, je vais passer rapidement. Hein. Je vous expliquais tout à l'heure qu'un patient qui présente des signes respiratoires pendant une transfusion envisage soit un trali, soit un œdème de surcharge, principalement. Donc là, la fiche œdème de surcharge permet de faire le parallèle, le miroir avec le trali, avec des signes distinctifs, puisqu'il y a des arguments pour aller vers l'un plutôt que vers l'autre. Alors j'ai ajouté par contre à signaler en hémovigilance, parce que clairement, la génération avant de faire de l'hémovigilance aussi, on n'aurait jamais eu l'idée de déclarer un OAP, ce qu'on appelle un OAP, un œdème pulmonaire aigu, en hémovigilance, parce que pour nous, la cause c'est le patient. C'est-à-dire qu'on a un patient âgé, un peu cardiaque, on lui administre un produit, peut-être un peu trop rapidement, et il fait une surcharge. Mais bon, si on ne l'avait pas transfusé, il n'aurait pas fait l'œdème. Donc c'est à signaler en hémovigilance. Et très souvent, les médecins, y compris chez nous, n'ont pas le réflexe de déclarer, parce que là, voilà, c'est le côté volume du produit, mais ce n'est pas le côté qualitatif du produit qui est en cause. Réaction hypotensive transfusionnelle, c'est nouveau. Alors, ça vient de sortir en France. Il y a une nouvelle fiche technique, mais là aussi, c'était un effet indésirable qui était mentionné dans tous les systèmes d'hémovigilance européens. Mais en France, on ne l'avait pas identifié ni isolé par rapport aux autres. Alors, c'est un patient qui va présenter une baisse de tension d'au moins 30 mm de mercure. Donc, en gros, il est à 14, il passe à 11 ou moins de tension dès le début d'une transfusion, très souvent, ou plus tard dans les 2 heures qui suivent. Donc, là aussi, quand on a une baisse de tension, sur le coup, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faut vérifier que ce n'est pas ni infectieux, ni allergique, ni immunologique. Donc, voilà, on a la fiche à remplir. Quand on a ce type d'effet, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais peut-être aux bradykinin ou cytokines qui sont là aussi présentes dans le produit, voire les patients, je ne sais pas si l'IEC vous dit quelque chose, ou si vous, dans votre famille, vous avez des proches qui sont traités. Quand on a une hypertension, parfois on a un traitement par IEC, et ce type de patient est plus à même de faire une réaction d'hypotension au décours d'une transfusion. Donc notre rôle, ce sera de bien vérifier le traitement des patients qui font ce type de réaction. Donc à déclarer, parce qu'on n'était pas du tout habitué à le déclarer jusqu'à maintenant. Alors, allo-immunisation, on est presque à la fin. L'allo-immunisation, là, ça vous concerne plus directement parce que ce sont des résultats que vous voyez aussi passer. Donc, la définition, bien sûr, c'est l'apparition ou la réapparition d'anticorps anti-érythrocytaires ou bien anti-HLA ou anti-plaquettaires principalement. Donc, c'est strictement biologique. S'il y a des signes de destruction cellulaire, ça n'est pas une immunisation, ce sera ce qu'on appelle une incompatibilité immunologique. Voilà, le diagnostic positif, on ne doit pas déclarer n'importe quoi. Pour avoir une immunisation, c'est au moins 5 jours après la transfusion d'un globule rouge, un concentré de globule rouge ou de plaquettes. A priori, pas de plasma, normalement, parce qu'il n'y a pas de cellules dans le plasma, a priori. Ou 3 jours en cas de restimulation. Alors, on peut passer. Voilà, alors, c'est important qu'on nous signale à nous, mais c'est important aussi que vous soyez avertis, notamment pour enregistrer la RAI positive, par exemple, dans votre informatique, a fortiori si ça a été fait dans un laboratoire de ville, information que vous n'aviez pas. C'est un problème que vous rencontrez sans doute régulièrement pour les antidés, chez les futurs mamans, etc. Voilà. Et puis ça pourra conduire bien sûr à modifier le protocole transfusionnel, avoir des CGR phénotypés compatibilisés, par exemple, bien sûr, pour l'immunisation érythrocytaire. Alors on peut passer. Et puis l'incompatibilité immunologique érythrocytaire. Alors là on a une
pas du tout, notamment dans certains cas. Là, c'est plus grave, hein, on a des anticorps, c'est vraiment un conflit antigène-anticorps, donc dans la plupart des cas, c'est l'anticorps chez le patient et l'antigène apporté par le produit sanguin. Ça peut être le contraire avec le plasma, mais dans la plupart des cas, on pense plutôt à ce type de réaction. Donc, dans le cas d'une incompatibilité immunologique érythrocytaire, c'est un anticorps présent chez le patient qui va réagir avec un antigène apporté par le produit sanguin, avec la destruction des hématies apportées. Donc on a les tableaux graves d'hémolyse intravasculaire et des tableaux des fois un peu retardés d'hémolyse extravasculaire. Voilà, donc bien sûr, c'est à déclarer. La particularité, c'est qu'en général, l'incompatibilité érythrocytaire, si c'est une erreur ABO, forcément, ce n'est pas seulement une incompatibilité, mais c'est un dysfonctionnement majeur. Donc on vous a parlé des incidents graves de la chaîne transfusionnelle. Là, on a les deux. On a l'effet indésirable chez le patient, malheureusement, et on a aussi l'incident de la chaîne transfusionnelle à analyser, à déclarer sous forme de FIG. Dans notre langage, on a les FAIR et les FIG, fiches d'incident grave de la chaîne transfusionnelle. Donc on a et puis toute une analyse à faire de causes racines. Je ne sais pas si ça vous sera peut-être détaillé tout à l'heure. Voilà, par les alliés. Voilà, donc les erreurs ABO heureusement rares, mais pas forcément. Voilà, on peut passer. Puis pour finir, la fiche technique hémosidérose. Alors vous ne savez peut-être pas, enfin sans doute que si, mais même si ce n'est pas forcément heureusement la préoccupation de chaque jour, l'hémosidérose, c'est finalement une complication connue de la transfusion à cause du fer absorbé, apporté par les concentrés de globules rouges. Donc l'hémosidérose, c'est une surcharge en fer chez le patient qui a été transfusé plusieurs fois. Donc on sait que ça arrive, hein, c'est mécanique et c'est quantitatif. Donc on considère qu'un patient qui a reçu plus de 20 CGR a déjà une hémosidérose. Sauf que l'hémosidérose, en fait, c'est grave et c'est jusqu'à maintenant peu déclaré dans le système d'hémovigilance. Donc le diagnostic d'hémosidérose post-transfusionnelle, c'est un patient qui a reçu plus de 20 CGR et qui a une ferritine, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, probablement côté donneur aussi. Donc avoir une surcharge en fer qu'on mesure par le taux de ferritine, donc supérieur à 1000, hors contexte hémorragique bien sûr. Donc ce sont principalement les patients multitransfusés, thalassémie, drépanocytose, myélodysplasie, et d'une façon générale tous les patients de nature. Pas seulement, mais presque tous. Alors, ce qui est par contre intéressant sur l'hémosidérose, c'est que depuis quelques années, vous saviez peut-être qu'avant, le seul traitement pour prévenir l'hémosidérose, c'était une desférale à administrer en sous-cutané toutes les nuits, 5 jours par semaine chez les patients, notamment les patients jeunes sans immunoglobulinopathie. Depuis quelques années, on a heureusement des traitements oraux. Hein, donc on administre ce genre de comprimés, des chélateurs de fer. Donc ça a changé la donne pour les patients, bien sûr. Voilà, donc la compagnie, bien sûr, c'est pas l'hémovigilance, c'est le médecin. Donc voilà, c'est un effet indésirable à déclarer. La seule chose, c'est que là, les médecins ne le signalent pas du tout, parce que pour eux, c'est attendu. Hein, transfuser un patient, il a forcément une hémosidérose. Donc cela dit, c'est à déclarer sur 8 et ça donne lieu à une enquête transfusionnelle voilà, qui est préconisée, mais qui n'est pas très facile. On peut le passer, parce que c'est plus pour les hémovigilants. Voilà, notre président de Société française de transfusion sanguine, de vigilance et thérapeutique transfusionnelle, plus exactement, a lancé une enquête pour qu'on recense un maximum de hémosidérose post-transfusionnelle. Voilà, mais c'est pas si simple que ça. Donc voilà, les données AFSAPS qui rebondissent avec ce que vous a dit Isabelle tout à l'heure. Donc entre 2001 et 2010, finalement on observe une diminution de l'incidence des effets indésirables. Là j'ai transformé en 1000 PSL. En 2000, en moyenne, on avait globalement, hein, tout compris, 3 effets indésirables pour 1000 produits sanguins. En 2010, un tout petit peu moins. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'habitue et on signale moins, ou quand même, vous savez qu'il y a beaucoup d'effets indésirables qui sont liés aux plaquettes, au plasma des plaquettes. Alors, les solutions de conservation, peut-être, vont probablement diminuer aussi l'incidence des effets indésirables qu'on a avec les produits plaquettaires. Alors, si on restreint ces données-là aux effets indésirables d'imputabilité possible à certaines, parce qu'évidemment, si on a une imputabilité exclue, ce n'est pas la peine de prendre en compte le type d'incidence. Donc, les fiches d'effets indésirables ont finalement été conclues d'imputabilité possible à certaines pour les produits homologues. On est à 2,35 et puis 2, finalement, presque 2 effets indésirables pour 1000 produits sanguins en 2010. Donc ça, c'est la courbe que vous a présentée Isabelle. Donc, vous voyez, au minimum, sur la partie gauche, là, depuis 2000, on a toujours eu plus de 7000 effets indésirables globalement, hein, tout compris, signalés, déclarés à l'AFSAPS. On peut passer. Voilà, c'était juste l'aperçu. Alors, vous pouvez cliquer. Voilà.
Donc vous voyez, même sur la période 2005, ici, voilà, ça a diminué aussi, même sur les 10 dernières années. Voilà, là c'était pour vous montrer que finalement, il y a des fois on ne sait pas, hein, malgré toute l'analyse que je viens de vous montrer, quand même, dans 20% des cas, on ne sait pas ce que c'était. Donc on est que c'est inconnu, on ne sait pas ce que c'est. Une réaction un peu atypique, il y a une douleur, on ne sait pas trop ce que c'est. On n'arrive pas à le rattacher à un diagnostic classique d'effet indésirable, on conduit à inconnu. Sinon, principalement, vous voyez qu'on tombe sur les RFNH, sur les allergies et aussi sur les immunisations, hein, dans les effets indésirables les plus fréquents. Voilà. Et puis alors là, c'était pour la comparaison. Allez-y. Voilà. Donc vous voyez qu'au final, là, si on détaille par type de produit, parce que tous les produits sanguins sont inégaux. Donc vous voyez peut-être mal sur la dernière ligne. Si on a en gros 200 effets indésirables pour 100 000 produits, c'est-à-dire 2 pour 1000 produits, la grande majorité des effets indésirables surviennent chez les produits avec des produits plaquettaires. Un peu avec le plasma, et beaucoup, avec les CGR, et moins avec le plasma. Vous voyez que finalement, en 2010, ça ce sont des données 2010. On commence à avoir des réactions hypotensives, sinon j'avais entouré quelques chiffres encore. Voilà, l'allo-immunisation isolée, vous voyez forcément, hein, c'est après des plaquettes ou des globules rouges, le plasma, il n'y a pas besoin d'immuniser un patient. L'allergie, donc vous voyez que l'allergie, c'est principalement le plasma. Donc soit le plasma apporté par les plaquettes, soit le plasma apporté par le plasma. En sachant que dans les plaquettes, moins il y a de plasma, c'est pour ça que c'est l'intérêt des plaquettes en solution de conservation. Inefficacité transfusionnelle, je ne vous l'ai pas cité, mais c'est aussi à déclarer normalement. Un patient qui transfuse en plaquettes et qui ne remonte pas, les médecins devraient nous le signaler. Donc vous voyez, c'est quand même pas si rare que ça. Voilà, donc pour clore, vous voyez que finalement ces documents, c'est vrai, c'est principalement à destination des médecins correspondants d'hémovigilance pour les aider à analyser les effets indésirables et avoir une aide méthodologique et pour renforcer la qualité épidémiologique. Puis on espère aussi que ça nous permettra d'engager des études, des recherches autour de la transfusion qui malheureusement manquent beaucoup. Et puis la deuxième, voilà, la deuxième partie de ma conclusion, c'est plus une invitation, une perspective peut-être pour vous. Je pense que finalement il y a peut-être un travail à envisager, sauf si c'est déjà fait chez vous, je ne sais pas, sur la conduite à tenir en cas d'effet indésirable. Donc j'ai mis deux parallèles, j'ai mis une plus petite place à droite, c'est surtout parce que je ne sais pas comment la remplir, alors qu'à gauche je les connais mieux. Donc dans tous les hôpitaux, il y a toujours une conduite à tenir en cas d'effet indésirable. On arrête la transfusion, on garde la voie d'abord, on appelle le médecin, on prend les constantes du patient, on regarde comment il va, on vérifie l'identité, ça c'est sûr. On surveille la durée, on fait les examens biologiques adéquats selon les faits indésirables. Pour nous à Caen, hein, parce que j'ai mis exemple, donc forcément l'exemple c'était celui de chez nous. Prévenir le FS Normandie-Caen, soit par téléphone, soit par fax, et le correspondant d'hémovigilance du CHU, avec les différents moyens qu'on a vus. Les poches, les tubulures et le carton d'épreuve globulaire de compatibilité sont conservés. La prise en charge thérapeutique, c'est le médecin, c'est pas l'hémovigilant. Et la réaction est décrite sur la fiche de traçabilité du DPSL incriminé. Et puis un avis peut être pris auprès du médecin de l'UFS. Donc je voulais terminer sur deux appels finalement. Tout hôpital ou toute clinique a ce type de procédure. À peu près pas exactement la même, mais quasi la même, parce qu'en général on arrête toujours la transfusion de toute façon. Et je ne sais pas si vous avez des procédures adaptées selon les différents effets indésirables. Et ce sera un travail qui sera développé au prochain congrès de la Société française de vigilance et thérapeutique transfusionnelle à Nantes sur une petite séance effets indésirables. Parce que ce serait bien finalement d'avoir des procédures qui se correspondent entre nous, ce qu'on observe du côté établissement de santé, et que vous ayez des procédures qui répondent bien aux préoccupations de tout le monde, parce que vous avez à gérer le côté autres produits sanguins issus du même don, voire les donneurs de façon plus ou moins urgente, et puis les autres receveurs, hein, quand on a un produit issu du même don, que vous alliez contacter le service où est hospitalisé l'autre patient receveur. Et puis sur le conseil transfusionnel, parce que ça me semble important, les infirmiers et les médecins, en tout cas chez nous, vous êtes la seule personne, le soir, la nuit notamment, pour pouvoir leur donner un conseil. Donc ils sont plus ou moins habitués à la transfusion. Certains infirmiers transfusent peu, donc ils vont être en difficulté. Et le seul recours, c'est vous. Donc je pense que le conseil transfusionnel, soit celui que vous pouvez leur apporter, même sur une procédure, hein, ne serait-ce que la marche à suivre, au besoin d'appeler le médecin, mais c'est vrai que c'est un apport important sur la sécurité transfusionnelle.
et la permanence 24 heures sur 24 de l'EFS, notamment vis-à-vis des effets indésirables au receveur. Voilà, c'est terminé. C'était juste à la fin. Voilà, c'est tout l'intérêt. Voilà, donc ça, ce sont nos différents sites, donc celui de l'ABSAPS, celui de l'EFS, donc du sang. Et puis un site intéressant pour trouver beaucoup de données, c'est les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance. Voilà, le site de l'ABSAPS, vous connaissez, je pense, hein, c'est là. Donc quand on se cale sur les professionnels de santé, il y a une rubrique PSL. Après, c'est la rubrique hémovigilance, où on retrouve le signalement, la déclaration. Allez-y. Allez-y. Oui. Oui. Et l'évaluation, enfin, c'est ce que je viens de détailler sur les différents aspects de l'hémovigilance. Et les fiches techniques, si certaines vous ont un peu plus intéressé, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ABSAPS. Voilà. Et le site des coordonnateurs d'hémovigilance, si vous faites coordonnateurs régionaux d'hémovigilance sur Google, vous tombez sur ce site-là, il y a vraiment beaucoup de documents intéressants. Voilà, je vous remercie.